Elle devait juste tracer une ligne droite à travers le désert. Mais quand un Apache s'est mis sur son chemin, elle a tout remis en question. Son père voulait des rails. Lui, voulait protéger ses morts. Ce qu'elle a choisi à la fin? Personne, absolument personne, ne l'avait vu venir point le vent soulevait la poussière quand le train s'arrêta dans un grincement métallique. Éléonore Martin posa le pied sur le sol craquelé de cette terre inconnue. Autour d'elle, tout semblait sec, vaste et silencieux. Les montagnes au loin dessinaient une frontière naturelle entre le monde qu'elle connaissait et celui qu'elle venait affronter. Éléonore n'était pas là pour faire du tourisme. À seulement 27 ans, elle avait déjà dirigé plusieurs relevés ferroviaires. Fille d'un important constructeur de voies ferrées, elle avait dû prouver 1000 fois qu'elle méritait sa place. Cette fois, son père l'envoyait cartographier une région difficile, à la frontière des terres tribales. Elle portait une tenue pratique, une jupe longue, une chemise en coton beige, un chapeau à large bord pour se protéger du soleil. Dans sa main, un carnet de notes déjà griffonné de mesures. Sur le quai improvisé, un homme l'attendait. « Vous êtes bien mademoiselle Martin ?» demanda un contremaître en retroussant ses manches. « Votre père nous a prévenus. Le terrain est dur ici. Mais nous avons trouvé un guide pour vous. Il connaît chaque pierre de cette région. » Éléonore suivit son regard. Un homme s'approchait lentement, à cheval. Grand, silhouette droite, cheveux noirs attachés, regard direct. Il descendit sans un mot. Ses vêtements en cuir souple étaient sobres, fonctionnels. Un collier de perles discrètes ornait son cou. Il s'arrêta devant elle. « Je me nomme Takoda. J'ai été désigné pour vous accompagner, » dit-il d'une voix calme. Son français était clair, presque sans accent. Éléonore le fixa un instant. Il semblait à la fois ancré dans la terre, et détaché du monde. Le contremaître reprit, un peu mal à l'aise. « Il est Apache. Certains dans le camp ne voient pas cela d'un bon œil. Mais il n'y a pas meilleur pisteur dans toute la région. » Éléonore tendit la main. « Ce qui compte pour moi, c'est l'expérience. Si vous acceptez de travailler avec moi, je suis prête. » Takoda la fixa un moment, puis serra sa main. Son contact était ferme, mais respectueux. Il ne le savait pas encore, mais ce simple geste allait tout changer. Le lendemain matin, le soleil frappait déjà fort sur la terre rouge. Éléonore se tenait près du chariot chargé de matériel, carnet en main, regardant Takoda préparer les chevaux. Il ne disait rien. Chaque geste semblait précis, silencieux, presque rituel. Elle l'observait, intriguée. Quand elle s'approcha, il leva la tête. Son regard était calme, mais profond. Comme s'il lisait en elle. « Nous partirons vers l'ouest. Il y a une ancienne crête qui offre une vue sur toute la vallée. Vous pourrez y prendre vos premières mesures, » dit-il sans hausser la voix. Éléonore hocha la tête. Elle n'était pas habituée à tant de silence. Avec les autres guides, il y avait toujours trop de bruit, trop de fierté. Takoda, lui, semblait écouter quelque chose qu'elle ne pouvait pas entendre. En chemin, elle tenta une question. « Comment savez-vous où aller sans carte ?» Il répondit simplement, « La terre parle. Il faut seulement savoir regarder. » Elle le regarda, un peu sceptique. Il s'arrêta alors, posa un genou au sol, effleura une pierre, observa le vent qui soulevait la poussière. Puis il montra une série de petits cailloux, comme jetés au hasard. Ici, une eau a coulé, il y a peu. Elle est remontée du sol. Cela signifie que le sol est plus meuble dans cette direction. Le bois des traverses ne tiendra pas ici. Il faudra passer plus haut. Éléonore se pencha à son tour. Elle ne voyait que de la terre et des pierres. Pourtant, ce qu'il disait avait du sens. Elle nota chaque mot dans son carnet. « Vous avez appris cela où ?» demanda-t-elle doucement. « De mon grand-père. Et de ses grands-pères avant lui. Ils n'avaient pas besoin d'instruments. Les nuages, les ombres, la forme des feuilles, cela leur suffisait. » Éléonore se redressa. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit petite face à un savoir qu'aucun livre n'avait jamais mentionné. Takoda s'éloigna un peu, puis tourna la tête vers elle. Le silence dit beaucoup de choses. Ici, il faut apprendre à écouter ce qui ne se dit pas. Elle resta immobile un moment. Peut-être venait-elle de rencontrer un homme qui voyait le monde autrement, et dont elle avait encore tout à apprendre. Le troisième jour, Takoda guida Éléonore vers une vallée étroite. Le soleil commençait à baisser, et la lumière dorée dessinait des ombres longues sur les rochers. Le silence était profond, presque lourd. Ils descendirent lentement un sentier étroit entre deux collines. Au creux de la vallée, des pierres blanches, disposées en cercle, brillaient légèrement dans la poussière. Certaines étaient gravées de symboles anciens. Takoda s'arrêta et parla d'une voix plus grave que d'habitude. « Ici reposent mes ancêtres. C'est un lieu sacré pour mon peuple. Nous venons ici pour parler aux esprits, pour écouter ceux qui sont partis. Ce n'est pas un lieu de passage. C'est un lieu de mémoire. » Éléonore regarda autour d'elle. Il n'y avait aucune clôture, aucun panneau.
Juste cette paix étrange, et ces pierres silencieuses. Elle sortit son carnet et compara avec le plan officiel du tracé. La ligne droite prévue passait, exactement ici. Elle sentit sa gorge se nouer. Le chemin de fer traverse cette vallée. Le plan a été validé par mon père et les ingénieurs de la compagnie. Si je propose un changement, cela coûtera du temps, et de l'argent. Takoda ne répondit pas tout de suite. Il se pencha et effleura l'une des pierres du bout des doigts. Son regard était loin, ailleurs. Le progrès a un prix, je le sais. Mais il y a des choses qui ne s'achètent pas. Ce lieu ne vaut rien sur un papier. Pourtant, pour nous, il contient des siècles d'histoire, de prières, de deuil. Le détruire, c'est effacer notre voix. Éléonore sentit le poids de la décision s'installer sur ses épaules. Elle pensait venir ici pour dessiner des lignes sur une carte. Mais maintenant, ces lignes coupaient quelque chose de vivant. Il y a peut-être une autre route, dit-elle doucement. Mais je dois prouver qu'elle est solide, que cela vaut la peine. Sinon, personne ne m'écoutera. Takoda se releva. Il ne souriait pas, mais ses yeux avaient changé. Alors cherchons cette autre route ensemble. Éléonore rangea lentement son carnet. Pour la première fois, elle ne pensait plus seulement comme une ingénieure, mais comme une femme face à une vérité plus vaste que ses plans. Pendant plusieurs jours, Éléonore et Takoda explorèrent les hauteurs, longeant des falaises, traversant des forêts de pins, évitant les zones trop fragiles ou trop humides. Chaque pas les éloignait du tracé initial. Chaque détour était un pari contre le temps. Ils notaient les pentes, testaient la stabilité du sol, comparaient les relevés. Takoda indiquait les zones dangereuses que ses ancêtres évitaient depuis toujours. Éléonore mesurait, dessinait, corrigeait, puis recommençait. Un soir, assis près du feu, elle soupira. Le ciel s'était teinté d'orange et de violet. Les chevaux dormaient, attachés à un arbre. Elle réchauffait ses mains au-dessus des flammes. Ce nouveau tracé est plus long. Il ajouterait du temps au chantier. Mon père n'aimera pas cela. Takoda, en face d'elle, alimentait le feu avec calme. Mais il respecte ce qui doit l'être. Et il est plus sûr. Le terrain est stable. Le vent y souffle droit. Tu l'as vu toi-même. Elle leva les yeux vers lui. Il venait de l'appeler tu. C'était la première fois. Elle ne répondit pas, mais son regard resta posé sur lui un peu plus longtemps. Le silence autour d'eux était doux, naturel. Les crépitements du bois brûlé remplaçaient les bruits du camp. Ici, personne ne les observait. Ils pouvaient baisser la garde. Quand j'étais enfant, dit Éléonore doucement, je passais mes journées dans les ateliers de mon père. J'apprenais les angles, les distances. Mais jamais personne ne m'a appris à écouter un lieu. Seulement à le mesurer. Takoda resta silencieux un instant, puis répondit, mes ancêtres disaient que chaque colline a une mémoire. Chaque pierre a une voix. On ne construit pas seulement avec des matériaux. On construit avec respect. Leurs regards se croisèrent. Ce n'était plus seulement une mission technique. C'était devenu une rencontre de deux mondes. Ce soir-là, ils ne parlèrent plus. Mais dans leur silence, il y avait des mots invisibles. De la reconnaissance. De la curiosité. Et, peut-être, quelque chose de plus fragile encore. Dans cette obscurité tranquille, au bord d'un feu partagé, Éléonore comprit qu'elle ne reviendrait pas de cette expédition tout à fait la même. Le ciel s'était assombri d'un seul coup. En fin d'après-midi, alors qu'il longeait un plateau rocheux, Takoda s'arrêta net. Il regardait vers l'horizon, les yeux plissés, les narines légèrement dilatées. Le vent change. Il vient de l'est. Une tempête arrive. Vite. Suis-moi. Éléonore n'hésita pas. Ils laissèrent les chevaux attachés derrière une butte protégée, puis grimpèrent le long d'un étroit passage de pierre. Takoda l'aida à franchir un rebord. À peine quelques mètres plus haut, une cavité naturelle s'ouvrait dans la roche. Une grotte sèche, creusée par le temps. Ils y entrèrent juste à temps. Quelques secondes plus tard, le vent hurla comme un animal blessé. La poussière tourbillonna, couvrant tout d'un voile ocre. À l'intérieur, l'air était lourd mais respirable. La lumière extérieure avait presque disparu. Seules quelques lueurs filtraient entre les roches. Assis côte à côte, Éléonore et Takoda reprenaient leur souffle. L'espace était étroit. Leurs épaules se frôlaient. Le silence s'installa d'abord. Puis ce fut Éléonore qui parla la première, d'une voix basse. Je n'ai jamais eu peur du vent. Mais là, je me sens toute petite. Takoda tourna légèrement la tête. Il y a des choses que l'on ne contrôle pas. Le vent. La terre. Le regard des autres. Ce que l'on peut choisir, c'est ce que l'on devient. Elle le regarda. Dans la pénombre, son profil était calme, presque paisible. Tu n'as jamais voulu partir d'ici? Découvrir d'autres villes, d'autres mondes? Il sourit à peine. Je suis déjà entre deux mondes. J'ai étudié dans une école blanche, quand j'étais enfant. On voulait que j'oublie qui j'étais. J'ai appris leurs règles. Mais jamais je n'ai oublié la voix de ma grand-mère,
qui me disait « N'oublie jamais d'où tu viens, même si tu vas loin ». Éléonore sentit un frisson lui traverser la peau. Pas à cause du froid. Mais parce que, pour la première fois, elle comprenait ce que voulait dire appartenir quelque part, et choisir de rester debout malgré tout. Le vent soufflait toujours dehors, mais à l'intérieur, quelque chose venait de s'apaiser. Leurs regards se croisèrent. Il n'y eut pas de geste. Juste un silence habité. Et cette certitude silencieuse, ils n'étaient plus deux étrangers. Quand Éléonore et Takoda revinrent au camp avec leur nouvelle carte, le soleil tapait fort. Les chevaux étaient fatigués. Leurs visages portaient les traces de jours passés dans la poussière, le vent, et quelque chose d'autre que personne ne savait nommer. Les premiers regards furent froids. Des hommes cessèrent de parler en les voyant passer. D'autres chuchotaient entre eux, jetant des coups d'œil furtifs. Éléonore feignit de ne rien voir, mais son pas était plus raide. Au moment de remettre ses relevés au contremaître, celui-ci resta figé quelques secondes. « Vous avez changé tout le tracé. Cela ne passe plus par la vallée centrale. » Elle répondit avec calme. « Le terrain est plus stable sur la ligne secondaire. Moins d'éboulements, meilleure assise pour les fondations. C'est une meilleure option. » Il fit claquer sa langue. « C'est drôle. Cela passe exactement là où votre guide le souhaitait. » Éléonore le fixa. « Cela n'a rien à voir avec ses souhaits. J'ai suivi les données. » Mais il ne l'écoutait plus vraiment. Le camp tout entier bruissait de rumeurs. Certains disaient qu'elle passait trop de temps avec l'Apache. D'autres que leur soirée près du feu était plus qu'amicale. Les chiffres ne comptaient plus. Les regards disaient le reste. 2 jours plus tard, une calèche s'arrêta devant les tentes principales. Un homme en descendit, costume sombre, barbe taillée, regard de glace. C'était Victor Martin, son père. Il ne serra la main de personne. Il marcha droit vers la tente du contremaître, exigea les rapports, les plans, les comptes rendus. Puis il demanda « Où est ma fille ?» Ils parlèrent seuls, dans une tente isolée. Il tenait le plan dans une main, froissé par sa poigne. « Tu crois que je ne vois pas ce que tu caches dans ton silence ? Ton regard me dit tout. Ce n'est plus un relevé topographique que tu es venu faire ici. C'est autre chose. » Éléonore garda le dos droit, mais sa voix trembla. « Je n'ai rien fait de mal. J'ai travaillé dur. Le nouveau tracé est meilleur. Je le défendrai. » Son père la fixa longuement. Derrière la colère, il y avait autre chose, de la peur. La peur de perdre le contrôle. La peur de la voir lui échapper. Ce jour-là, sans un mot de plus, il comprit ce qu'elle n'osait pas dire à voix haute. Le soir tomba vite sur le camp. La tension était lourde, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Éléonore savait que le moment allait venir. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi brutal. Son père entra dans la tente sans frapper. Son regard était froid, ses gestes calculés. Il tenait une feuille dans la main, le relevé final du nouveau tracé. « Tu vas me dire que ce changement soudain est uniquement fondé sur la géologie ? Sur les mesures ? Ne me mens pas. Les hommes parlent. Ils te regardent. Et ils voient cet Indien, toujours à tes côtés. » Éléonore resta droite. « Il s'appelle Takoda. Il m'a aidé. Sans lui, je n'aurais pas trouvé cette solution. Ce tracé est plus sûr. Plus intelligent. » Victor Martin jeta le plan sur la table. « Je ne te parle pas du tracé. Je te parle de ton jugement. Il t'a troublé ? Tu ne vois plus clair. Et je vais régler ce problème maintenant. » Elle sentit le froid lui saisir la poitrine. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Demain matin, Takoda quitte le camp. Volontairement, ou sous escorte. J'ai déjà parlé au shérif. Une accusation suffit. Il n'a aucun droit ici. Je peux le faire arrêter pour trouble à l'ordre public. Ou pour avoir compromis ma fille. Le mot tomba comme une gifle. Éléonore sentit sa gorge se serrer. Elle se leva lentement, les yeux plantés dans ceux de son père. « Alors je pars aussi ? Demain, je quitterai le chantier. Tu pourras engager un autre ingénieur. Je ne resterai pas ici si tu détruis un homme juste parce qu'il t'effraie. » Victor recula d'un pas, surpris. « Tu abandonnerais tout cela ? Des années d'efforts ? Ton avenir ? » « Je n'abandonne rien. Je choisis. Je refuse de fermer les yeux sur l'injustice, même si elle vient de toi. Takoda n'a commis aucun crime. Il m'a respecté, protégé, écouté. Peux-tu en dire autant ? » Le silence tomba. Il ne cria pas. Il ne répondit pas. Mais dans son regard, elle vit ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant, du doute. Et peut-être, une blessure d'orgueil plus profonde que sa colère. Le matin était calme, presque trop calme. Le vent soulevait doucement la poussière sur le quai improvisé. Le train à vapeur attendait, prêt à partir vers l'est. La machine sifflait doucement, comme pour rappeler à chacun que le temps avançait. Éléonore se tenait droite, une valise à ses pieds. Elle portait une robe lavande, choisie pour les grandes occasions.
Ses cheveux étaient relevés avec soin. Son regard, lui, était loin d'être serein. Autour d'elle, les ouvriers faisaient semblant de ne pas regarder. Mais tous savaient. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre, la fille de Victor Martin allait partir. Elle allait quitter le chantier. Quitter l'Ouest. Takoda apparut sur le quai, marchant lentement. Il ne portait pas ses habits de guide. Il portait une tunique en cuir souple, décorée de perles et de symboles. Ses cheveux étaient tressés avec soin, une plume blanche accrochée à l'arrière. Il ressemblait à un chef. À un homme debout dans sa dignité. Il s'arrêta à quelques pas d'Éléonore. Il ne parla pas tout de suite. Tu peux encore monter dans ce train. Là-bas, tu retrouveras tout ce que tu connais. Ta famille. Ton nom. Ta place dans leur monde. Éléonore le regarda sans détour. Et toi, tu ne viens pas? Il hocha la tête. Ce n'est pas ma route. Mon peuple a besoin de moi ici. Je ne peux pas fuir qui je suis. Même pour toi. Elle baissa les yeux. Ses mains tremblaient légèrement. Elle avait toujours tout contrôlé. Ses études, ses choix, son avenir. Mais maintenant, il ne s'agissait plus de plan ni de calcul. Il s'agissait de cœur. Le train siffla à nouveau. Un appel final. Éléonore prit une grande inspiration. Puis elle leva la tête. Lentement, elle recula d'un pas, puis deux. Elle laissa tomber la valise à terre. Je ne veux plus fuir non plus. Pas si je dois te laisser derrière. Takoda avança, son regard plein d'émotions retenues. Elle tendit la main. Il la prit sans hésiter. Le train démarra lentement, les roues grinçant sur les rails. Éléonore le regarda partir, sans elle. Ce jour-là, elle fit un choix que rien ne pourrait effacer. Elle choisit de rester. Pas par faiblesse. Mais par force. Par amour. Les jours suivants furent lourds de silence. Éléonore n'avait plus de tente officielle. Elle dormit sous une toile de fortune, non loin du camp Apache. Les hommes du chantier ne disaient rien, mais leur regard était clair, elle était devenue étrangère. Certains détournaient les yeux. D'autres murmuraient derrière son dos. Même ceux qui autrefois la respectaient refusaient désormais de lui parler. Une femme blanche, ingénieure, choisissant un homme Apache, cela dépassait ce que le camp pouvait tolérer. Takoda, lui, restait à ses côtés. Il ne cherchait pas à la cacher. Il ne s'excusait pas. Il marchait avec elle, la tête haute, le regard droit. Il savait que leurs gestes étaient observés, jugés. Mais il ne laissait jamais la colère envahir son visage. Ils se parlaient souvent, le soir, près du feu, loin des regards. Éléonore lui racontait son enfance parmi les machines et les plans. Lui, parlait des contes de sa grand-mère, des montagnes qui avaient vu naître son peuple, de la douleur d'être écouté uniquement quand cela arrangeait les autres. Ton monde a des lois écrites. Le mien a des lois transmises par la terre. Aucun des deux ne comprend ce que nous faisons, dit Takoda un soir, en traçant un cercle dans la poussière. Mais nous continuons quand même, répondit Éléonore. Pas pour défier, mais pour exister. Ensemble. Elle n'avait plus de statut officiel. Plus de salaire. Plus de mission. Pourtant, elle n'avait jamais ressenti autant de sens à sa présence. Chaque jour passé avec lui apprenait quelque chose que l'école ne lui avait jamais offert. Ils se mirent à dessiner ensemble. De nouveaux tracés. De nouvelles idées. Des ponts entre les chemins de fer et les terres sacrées. Des solutions que personne n'avait osé envisager avant. Certains curieux vinrent les voir. Quelques ouvriers plus jeunes. Un ancien qui avait connu des temps plus durs. Peu à peu, une graine se plantait dans les esprits. Un doute. Une question. Et peut-être, un respect nouveau. Éléonore et Takoda savaient que leur route serait longue. Mais ils la construisaient pierre après pierre, regard après regard. Ensemble. Sans honte. Et ce qu'ils bâtissaient, aucun homme, aucune loi, aucun jugement ne pourrait le détruire. 6 mois avaient passé. Le chantier s'était déplacé plus loin. Le camp d'origine n'était plus qu'un souvenir effacé par le vent et les traces de pas. Mais dans une vallée un peu plus haute, une nouvelle forme de construction avait vu le jour. Sous un ciel clair, dans un cercle de pierre et de silence respectueux, Éléonore Martin et Takoda s'étaient unis. Ils portaient une tunique ornée des couleurs de son clan. Elle, une robe simple brodée à la main par les femmes de la tribu. Leurs mains s'étaient liées sans artifice, mais avec une force que personne n'aurait pu nier. Autour d'eux, il y avait des Apaches, quelques ouvriers revenus du chantier, un ancien ingénieur, même un contremaître silencieux, venu sans parole mais avec respect. Leur union n'était pas une rupture avec le monde. C'était une tentative de le réparer. Après la cérémonie, ils ne partirent pas. Ils restèrent là, dans cette terre rude qu'ils avaient appris à aimer ensemble. Ils construisirent une petite maison, en bois et en pierre. Une maison modeste, mais ouverte à tous ceux qui voulaient comprendre au lieu de juger. Ensemble, ils tracèrent de nouveaux plans. Pas seulement pour les trains, mais pour des passages alternatifs. Des tracés pensés avec soin.
Des ponts qui respectaient les rivières, des chemins qui évitaient les lieux sacrés. Peu à peu, d'autres vinrent demander conseil. Des ingénieurs curieux. Des chefs de tribus hésitants. Des jeunes qui voulaient apprendre autrement. Le nom d'Éléonore ne figurait plus dans les rapports officiels. Celui de Takoda n'était inscrit sur aucun contrat. Et pourtant, leur influence grandissait. Pas par pouvoir. Mais par exemple. Leur histoire devint un murmure qui circulait de bouche en bouche. Une histoire qu'on racontait au feu de camp. Celle d'un homme et d'une femme venus de deux mondes opposés, et qui avaient décidé de bâtir quelque chose de neuf, ensemble. Pas avec des murs, mais avec des gestes, des regards, et beaucoup de courage. Si cette histoire t'a touché, laisse-nous un petit mot en commentaire. Et si tu veux découvrir d'autres récits vrais, profonds et inoubliables, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Merci d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle histoire.